Le salon principal du CyberSec Summit Global à Hong Kong était un tourbillon de lumière LED et de néon bleu. La scène parfaite pour un monde où le pouvoir se mesurait en ligne de code et le statut à la valeur des startups. L'atmosphère, futuriste et vibrante, contrastait avec une dynamique d'exclusion que l'on ressentait dans chaque recoin. L'assistance, dominée par des blazers coûteux et l'énergie d'une élite technologique majoritairement masculine, vibrait d'une tension palpable, un mélange de compétition féroce et d'un snobisme intellectuel qui traitait la nouvelle génération des étudiants comme de futurs stagiaires chanceux. Au premier rang, les gens buvaient du café de spécialité et échangeaient des cartes de visite, tandis qu'au dernier, assise seule et essayant de passer inaperçue, se trouvait Anna Costa, 21 ans, étudiante en informatique boursière, avec son sweat à capuche simple et ses lunettes modestes, l'incarnation de la fille invisible dans ce monde de glamour et d'algorithmes. Sur la scène, Lucas Herrera, 24 ans, jeune et arrogant PDG d'Orasec, se préparait pour sa conférence magistrale. Lucas était l'épitome de l'enfant prodige, avec ses cheveux parfaitement ébouriffés et ses vêtements de créateur qui se voulaient décontractés, mais qui hurlaient la richesse. Sa start-up de sécurité avait été récemment rachetée par un géant de la Silicon Valley, lui conférant un statut de demi-dieu numérique. Son attitude était d'une confiance excessive et d'un dédain évident pour quiconque ne bougeait pas à son rythme vertigineux. Il parlait vite, saturant son discours de jargon complexe, une méthode calculée pour intimider et réaffirmer sa suprématie numérique devant l'auditoire, jouissant ouvertement de sa position de domination intellectuelle et financière dans la salle. La tension atteignit son paroxysme lorsque Lucas projeta sur l'écran géant le logo de son produit phare, AuraWall, le proclamant le système de sécurité le plus impénétrable jamais créé. Avec un sourire condescendant, qui dissimulait à peine son profond vide moral, il offrit un prix de 20 000 $ à quiconque parviendrait à franchir la première barrière de sécurité du système en moins de 30 minutes. L'offre N n'était pas un acte de générosité, mais une moquerie élaborée, un moyen de démontrer sa propre supériorité et de faire comprendre que personne dans cette salle n'avait son niveau. La salle s'agita de murmures. Certains jeunes sortirent leurs ordinateurs portables, bien que la majorité se limitât à admirer le défi comme quelque chose d'inaccessible. Tandis que les premiers hackers amateurs dans la salle de Lucas se préparaient pour l'épreuve, il balaya l'auditoire de son regard de mépris. Sa vue s'arrêta délibérément sur Anna, qui était au dernier rang, griffonnant quelque chose avec concentration dans son carnet, sans montrer la moindre intention de participer à la course aux 20 000 $. Lucas l'utilisa comme la cible parfaite, la représentation de la classe pauvre, technologique, à laquelle le génie était refusé. Sa provocation fut directe et cruelle, conçue pour humilier la mauvaise personne devant l'élite technologique qui mourait d'envie de rire avec lui, de faire partie de son cercle de supériorité. « Regardez » dit Lucas, sa voix amplifiée et résonnant de moquerie dans tout le salon. Il fit un geste condescendant vers le dernier rang, soulignant la jeune femme avec sa tenue simple. Je parie que même les gens du fond, avec leurs vieux ordinateurs et leurs sacs à dos remplis de dettes universitaires, ne pourraient pas s'approcher de l'interface de connexion. Il y a une différence, les amis, entre coder par passion et coder par nécessité. Le dédain dans sa voix était évident, et les rires silencieux de l'auditoire, complices de son arrogance, piquèrent Anna comme des aiguilles, sentant l'oppression du jugement de classe. Lucas fixa ses yeux sur Anna, son sourire sarcastique s'élargissant en voyant la honte sur son visage. « Je te défie, toi, la fille au sweat à capuche, » dit-il, élevant encore plus le ton, en faisant un défi personnel, un spectacle pour divertir ses pairs. Si tu ne fais qu'essayer et échoues en 30 minutes, tu devras servir le café de mon équipe pendant 1 semaine, comme une leçon d'humilité. C'est un piège, je le sais, mais acceptes-tu le défi de ta propre incompétence ? L'humiliation publique était le véritable objectif de Lucas, cherchant à piétiner la dignité de quelqu'un de plus faible pour augmenter son propre ego devant ses collègues riches et puissants.
Anna sentit le sang lui monter aux joues. L'humiliation était douloureuse, non pas pour le défi en soi, mais pour l'injustice de être jugée sur son apparence et sa position sociale, un acte qui lui rappelait constamment son désavantage. Mais au lieu de se tasser, le feu de l'indignation professionnelle et, éthique, s'alluma en elle. Elle se rappela la promesse qu'elle était faite, utiliser son talent pour protéger, non pour humilier. Elle se leva de son siège, sa petite silhouette mais sa posture ferme, et marcha lentement vers la scène, son silence plus assourdissant que le bruit de la foule. Elle arriva au pied de la scène, regardant Lucas dans les yeux. Au milieu du salon, avec toute l'élite technologique comme témoin, Anna accepta le défi, mais avec un ajout qui changea la donne. « J'accepte le défi, monsieur Herrera », dit Anna d'une voix calme et sérieuse, qui résonna avec une froideur calculatrice. « Mais si je vous envahis, je ne veux pas de votre argent, ni servir votre café. Je veux quelque chose de beaucoup plus précieux pour cette communauté et la vérité. Je veux votre confession. » Le public resta dans un silence d'étonnement. Le sous-estimé n'avait pas seulement accepté le jeu, mais il avait changé les règles. Et, par cette seule phrase, il avait inversé la dynamique de pouvoir, injectant un profond conflit éthique dans ce que Lucas voulait n'être qu'une moquerie de classe. Si vous avez ressenti la même indignation qu'Anna face à l'arrogance de Lucas, partagez dans les commentaires quel genre de confession vous pensez qu'un tel homme devrait faire à la communauté technologique. Anna Costa monta sur scène, un petit îlot de dignité dans la vaste mer de morgue technologique. Le visage de Lucas Herrera se tordit en un sourire forcé. Pour lui, l'ajout de la confession par Anna N était qu'une touche de théâtralité juvénile, une preuve supplémentaire de l'immaturité des gens du fond. Lucas lui tendit un ordinateur portable de base et une chaise, s'assurant que le contraste avec ses équipements de pointe soit humiliant. Cependant, pour comprendre le calme qu'Anna dégageait, il était nécessaire de comprendre son origine et la source de son talent. Anna N n'était pas arrivée à la cybersécurité par la promesse de gloire ou de richesse, mais par la douleur de la vulnérabilité. Son éveil numérique, était produit lorsque, adolescente, elle découvrit que sa grand-mère, une femme âgée aux faibles ressources, avait été victime d'une escroquerie numérique sophistiquée qui l'avait presque laissée à la rue. Ce traumatisme fut le catalyseur. Au lieu de céder à la frustration, Anna canalisa sa rage dans la connaissance. Son habileté exceptionnelle ne résidait pas dans la force brute d'un cracker qui lance des millions de mots de passe, mais dans le hacking éthique, avec une approche de l'ingénierie sociale et de la logique structurelle. Elle comprenait que la plupart des vulnérabilités n'étaient pas dans le matériel, mais dans la psyché du créateur, dans l'erreur humaine, la précipitation ou l'excès de confiance. Son éthique était son héritage. Utiliser son savoir comme un bouclier pour les vulnérables, non comme une épée pour le profit. Assise devant le clavier, les mains d'Anna, bien que plus petites et moins ostentatoires que celles de ses collègues, possédaient une précision chirurgicale, et sa motivation n'était pas le prix de 20 000 $, mais la vindication de la dignité de sa grand-mère et de tous les exclus du monde numérique, une valeur que Lucas ne pourrait jamais comprendre. Lucas Herrera, quant à lui, était le produit d'une ambition démesurée et d'une éducation technologique sans boussole morale. Bien qu'il fût un génie technique, son pouvoir était construit en troquant l'éthique contre le statut. Son code était ingénieux, oui, mais il franchissait souvent des limites éthiques au nom de l'innovation et de la vitesse. Son besoin d'humilier Anna N n'était pas seulement pour le plaisir. Était une façon de faire taire toute voix qui remettait en question la suprématie de son modèle, le succès à tout prix. Son arrogance était une armure qui cachait sa propre insécurité et son profond défaut de caractère, révélant un vide moral qu'Anna, avec son approche éthique, était sur le point d'exposer publiquement. L'exécution du défi commença avec le chronomètre de 30 minutes projeté sur l'écran.
La plupart des assistants s'attendaient à ce qu'Anna S. écrase contre la première barrière d'Orawal, mais elle ne perdit pas de temps en attaque par dictionnaire ni en force brute. Avec une profonde respiration, elle ignora le bruit et canalisa toute sa frustration dans une concentration intense, ses doigts volant sur le clavier. Elle examinait l'architecture du code, cherchant la fissure logique que l'excès de confiance de Lucas avait négligée, cette vulnérabilité humaine inhérente au système conçu par des esprits arrogants. La salle, auparavant bruyante, se tut, un murmure de fascination commençant à émerger à mesure qu'Anna effectuait des mouvements inattendus dans l'interface de la console. Le conflit interne d'Anna était féroce, la pression D être le centre d'attention, la fille au sweat à capuche, sous le regard de L-Élite, ramena des souvenirs douloureux de l'impuissance de sa grand-mère. Ses mains hésitèrent un instant. Elle ferma les yeux, visualisant le visage inquiet de sa grand-mère, et cette image l'ancra. Sa force ne venait pas de son matériel, mais de son but. Ce souvenir se transforma en un mur de résilience, transformant sa peur en un focus laser. Quand elle ouvrit les yeux, ses doigts se mirent à bouger avec une précision renouvelée, tapant une séquence à laquelle personne ne s'attendait, cherchant dans les fichiers de journal de configuration du réseau, un endroit que Lucas n'aurait jamais considéré vulnérable. Lucas tenta de la saboter verbalement. Il s'approcha de son poste et se pencha avec un sarcasme venimeux. On dirait que le vieil ordinateur portable de l'université a des problèmes, n'est-ce pas, boursière? Si tu continues à cette vitesse, je te ferai servir mon café avec 1 an d'avance. Anna ne répondit pas. Son silence était un mur infranchissable. Sa concentration était telle qu'elle cligna à peine des yeux, canalisant les mots blessants de Lucas comme carburant pour sa détermination. Le public, qui avait commencé par des rires, passa à un étonnement silencieux. La dignité d'Anna à ignorer les attaques, maintenant sa concentration, était plus puissante que n'importe quel code. La tension atteignit son point d'ébullition à 15 minutes. Un éclair d'alarme rouge, subtil mais indéniable, clignota dans un coin de l'écran. Anna n'avait pas franchi la barrière que Lucas voulait. Elle l'avait complètement évitée, accédant à une porte dérobée de maintenance qu'il avait laissée ouverte par négligence. La foule commença à murmurer avec étonnement. Les murmures se transformèrent en un chuchotement collectif lorsqu'ils virent ce qu'Anna faisait. Elle ne se dirigeait pas vers la base de données des mots de passe, mais naviguait vers un répertoire de fichiers cachés, un endroit où, par sécurité, un système de production ne devrait rien avoir. Lucas, qui observait depuis un moniteur latéral, pâlit soudainement. Son sourire disparut, remplacé par une terreur secrète et croissante. Il réalisa qu'Anna N n'était pas intéressée par les 20 000 $, ni par l'ego. Elle était allée directement au noyau sombre de son système, à l'endroit que lui seul connaissait. Il tenta de reprendre le contrôle, s'approchant de l'ingénieur du son pour ordonner de couper la transmission, mais il était trop tard. L'inversion des rôles était totale. Le sous-estimé était en contrôle du système, et l'arrogant, pour la première fois, était terrifié par ce qui allait être révélé. Anna avait trouvé la faille morale, et elle était sur le point de l'exposer. Le hacker éthique avait surpassé le génie corrompu. Le temps sur le chronomètre s'arrêta brusquement à 18 minutes et 34 secondes. Les doigts d'Anna s'immobilisèrent sur le clavier, mais son travail était terminé. La tension dans le salon était insupportable, un silence qui pesait plus que n'importe quel son. Anna avait complètement ignoré le piège de la première barrière, utilisant sa connaissance approfondie de la logique humaine et des négligences des développeurs pour accéder à une partie du serveur que Lucas considérait intouchable. Le point de bascule N n'était pas technologique, mais éthique. Anna se leva de sa chaise, le visage d'une froideur calculatrice, et projeta le contenu du répertoire caché sur l'écran géant du Congrès. Le nom du fichier brilla d'une lumière dévastatrice. Data Sweep, vulnérable Q3. L'impact fut physique. La foule, composée d'experts en cybersécurité et de grands investisseurs, se pencha en avant avec une panique contenue. Le fichier N n'était pas un virus ni une menace externe.
CE était un dossier contenant un algorithme sophistiqué de data mining conçu pour opérer de manière furtive. Anna agrandit le code source AL écran, révélant la fonction explicite de l'algorithme. Suivre et récolter des informations financières d'utilisateurs avec des schémas de faible activité bancaire et une grande vulnérabilité numérique, c'est-à-dire des personnes à faible revenu et, vraisemblablement, des personnes âgées. Lucas Herrera, l'enfant prodige, avait utilisé son génie non pas pour protéger, mais pour exploiter les plus faibles, exactement le type de crime qui avait affecté la grand-mère d'Anna. Lucas, paralysé par l'exposition, rompit finalement son silence par une dénégation frénétique, une dernière tentative désespérée de reprendre le contrôle. « C'est un fichier de test, un malware externe, quelqu'un l'a injecté », cria-t-il. Sa voix aiguë et brisée par la panique. Il fit un pas vers la console pour tenter de éteindre le projecteur, mais Anna fut plus rapide. En 2 pressions, elle ouvrit le fichier de journal interne, montrant l'auteur. Le code source portait le commentaire personnel de Lucas, une blague interne sur l'efficacité de la récolte de données, et le plus crucial, la signature numérique et l'horodatage d'Orasec elle-même. La preuve était irréfutable. L'éclat de Lucas était, en fait, un écran de fumée pour une affaire louche. L'air se remplit d'un murmure d'indignation et de dégoût. Les investisseurs, qui avaient investi des millions dans éthique d'Orasec, s'éloignèrent rapidement de Lucas. À ce moment de climax émotionnel, Anna s'adressa directement au magnate, non plus comme l'étudiante humiliée, mais comme la voix de la conscience morale que Lucas avait vendue pour de l'argent. Vous n'avez pas seulement conçu ce système, Monsieur Herrera, mais vous l'avez rendu efficace. Vous avez utilisé votre génie incroyable, non pas pour construire le mur le plus haut, mais pour construire le piège le plus bas. Ce n'est pas de la sécurité, c'est de l'exploitation. C'est voler ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre. Vous êtes le véritable malware dans cette industrie, un virus moral. Sa voix, bien qu'elle ne crie pas, résonna avec une conviction éthique si forte qu'elle fit taire le PDG tremblant. La confrontation entre les deux devint un moment de catharsis pour Anna, le dépassement final de sa douleur interne. Elle ferma les yeux un instant, se souvenant de l'impuissance de sa grand-mère, et dans cet acte, elle embrassa son identité de hackeuse gardienne. Regardant la foule, avec la vérité projetée derrière elle, elle affirma son héritage. « Mon talent est né pour protéger ma grand-mère d'une escroquerie. J'utilise mes compétences dans les communautés à faible revenu parce que c'est là que la vulnérabilité humaine est le plus exploitée par l'avidité comme la vôtre. Le hacking éthique ne consiste pas à prouver qui est le plus intelligent, Monsieur Herrera. Il s'agit de choisir la protection plutôt que l'exploitation. » Par cette phrase, Anna consolida sa victoire morale et devint l'encre éthique de l'événement. Le public n'applaudissait plus l'habileté, il applaudissait l'intégrité. L'ovation fut spontanée et puissante, une reconnaissance de la dignité qui avait fait face à l'arrogance. Lucas Herrera était paralysé, son visage blanc, ses cheveux parfaitement ébouriffés, ne pouvaient cacher la honte dévastatrice. Il tenta de parler, balbutiant des excuses incohérentes sur des preuves de concept et des erreurs de protocole. Mais sa voix se perdit dans la désapprobation croissante de la foule. Sa réputation et son entreprise s'effondrèrent en direct, réduites au silence par la preuve irréfutable qu'Anna avait projetée. Elle, enfant prodige, avait été mis à nu devant la communauté technologique comme un escroc de basse moralité. Le dernier acte de Lucas fut une tentative désespérée de manipulation. « Les 20 000 $ sont à toi, et bien plus encore. Je te ferai ma chef de l'éthique, tout ce que tu veux. » Sa voix implorait, mais Anna le regarda avec mépris. Le triomphe ne se mesurait pas en argent. La victoire d'Anna était déjà totale, éthique et professionnelle. Sans dire un mot de plus, elle se contenta de débrancher l'ordinateur portable que Lucas lui avait jeté. Le geste final de rejet de son argent sale. Elle n'avait besoin ni de son poste, ni de son argent. Elle n'avait besoin que de la vérité, et elle l'avait obtenue. L'humiliation de Lucas Herrera fut complète.
Il resta seul au centre de la scène. Un homme qui avait possédé le monde et qui, en un instant, se retrouva sans rien d'autre que sa propre et honteuse avidité, fixant l'écran qui projetait son crime. La foule se dispersa autour de lui, n'étant plus intéressée par sa technologie, mais par l'héroïne éthique. Anna, avec son simple sweat à capuche et sa dignité restaurée, s'était tissée comme le véritable génie de la cybersécurité, démontrant que l'intelligence, sans moralité, n'est qu'un outil d'oppression. Le chaos qui suivit la révélation fut une tempête d'éthique et de finance. Anna Costa, l'héroïne inattendue, n'attendit pas que l'attention la consume. Avec le même calme qu'elle avait eu pour accepter le défi, elle se retira de la scène, laissant l'élite technologique au milieu d'un tourbillon d'accusations et d'enquêtes. Elle avait atteint son objectif, exposer la vérité. Fidèle à sa parole, elle rejeta catégoriquement les 20 000 $, un prix qui représentait le même type de cupidité qu'elle avait combattu. Son refus résonna plus fort que n'importe quelle acceptation. Sa dignité était sa seule monnaie d'échange. Anna s'était affirmée comme un symbole puissant du hacker éthique, une professionnelle dont la moralité et le talent étaient indéniablement supérieurs à l'arrogance qui avait tenté de la piétiner. Les conséquences pour Lucas Herrera furent claires et dévastatrices. Le dossier DataSweep vulnérable CQ3, désormais entre les mains des autorités et viralisé, déclencha une enquête massive contre Orasec. En l'espace de quelques heures, les principaux investisseurs retirèrent leur capital, les contrats furent annulés et le statut d'enfant prodige de Lucas se transforma en synonyme d'escroquerie et de mépris public. Il fut marginalisé et confronté à la vérité de sa superficialité morale. Lucas, qui avait bâti son empire sur la base de l'exploitation et de la supériorité intellectuelle, vit son pouvoir s'effondrer par la force de l'intégrité d'une seule personne, apprenant la leçon que l'argent achète des algorithmes, mais pas la confiance ni le respect. La justice poétique se manifesta de manière inspirante. L'action d'Anna déclencha une profonde réflexion éthique dans toute l'industrie de la cybersécurité. Les facultés de technologie et les forums de hacking se firent, écho du cas du hack éthique, élevant Anna au rang de consultante en sécurité très demandée, non pas pour son curriculum, mais pour son intégrité démontrée. Son talent, né de l'amour pour sa grand-mère et du désir de protéger les vulnérables, eut finalement une plateforme mondiale. Elle ne devint pas un magnate de la technologie, mais quelque chose de beaucoup plus précieux, une leader morale et une voix de la vérité dans un monde numérique aveuglé par l'argent. La morale de l'histoire devint évidente pour tous. Le vrai génie ne réside pas dans la capacité de construire le code le plus complexe, mais dans l'éthique et la moralité qui le guident. L'arrogance de la technologie sans principe, personnifiée par Lucas, sera toujours humiliée et exposée par la vérité et la dignité, représentée par Anna. Elle démontra que l'intelligence, lorsqu'elle est unie à un noble dessein, est la force la plus puissante de l'univers numérique, capable de démanteler des empires construits sur l'exploitation et l'égoïsme. La révélation d'Anna, l'effort de sa vie pour protéger les plus faibles, avait trouvé une récompense qui allait au-delà de toute richesse. Elle avait réalisé le rêve de son mentor silencieux, sa grand-mère, utiliser son esprit pour faire le bien. Elle, épilogue, laissa le spectateur avec un profond sentiment d'espoir pour le changement et la satisfaction que, à l'ère des algorithmes et du big data, la connexion humaine et la dignité continuent d'être les variables les plus fortes et gagnantes. Le monde, enfin, vit que la fille au sweat à capuche était, en fait, la gardienne de sa sécurité numérique. 1 an après l'incident, Anna Costa était à l'inauguration de sa propre organisation non gouvernementale, Code Gardien, dédiée à la cybersécurité et à l'alphabétisation numérique des personnes âgées et des communautés défavorisées, utilisant l'attention médiatique pour collecter des fonds. Elle portait toujours son simple sweat à capuche, mais elle donnait maintenant des discours à de jeunes codeurs du monde entier.
leur enseignant que la première ligne de défense de tout système de sécurité est l'éthique de son créateur. Pendant ce temps, Lucas Herrera, confronté à des poursuites judiciaires et à une réputation en lambeaux, fut contraint de vendre son entreprise pour une fraction de sa valeur et disparut du circuit technologique. Sa chute servit de leçon constante et amère pour le CyberSec Summit de chaque année, un rappel que l'arrogance intellectuelle est une vulnérabilité qui, tôt ou tard, sera piratée par l'intégrité. Anna, elle, étudiante boursière, prospérait, utilisant son génie pour le bien commun et démontrant que l'héritage le plus fort n'est pas un code, mais une communauté protégée.